Salut les amis, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler plagiat, mais dans la musique classique. Il faut le savoir, les créations musicales n'ont pas toujours connu de protection sous forme de droits d'auteur ou de propriété intellectuelle. En effet, la notion de plagiat n'existait pas avant le 19e siècle. Mais avant toute chose et avant que vous ne vous exprimiez dans la barre des commentaires, j'aimerais préciser que le terme plagiat n'existe pas dans le domaine juridique, en tout cas au niveau de la musique. Non, juridiquement on parle de contrefaçon, mais c'est vrai que dans le jargon populaire, on utilise souvent le terme plagiat pour désigner le vol ou la copie d'une œuvre. Je m'excuse donc si dans cette vidéo j'utilise régulièrement le terme plagiat pour désigner une contrefaçon, mais vous m'aurez compris, on est dans le jargon populaire et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec mes précédentes vidéos qui parlaient des plagiats. Bref, remontons dans le temps, nous sommes avant le 19e siècle et là, le plagiat n'existe pas. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'un compositeur reprend une mélodie appartenant à un autre compositeur? Eh bien, c'était la plupart du temps considéré comme un hommage. Mais c'était plutôt rare à l'époque puisqu'il n'y avait pas la télévision, la radio ou même Internet pour pouvoir écouter ce que faisaient les autres compositeurs et ainsi s'inspirer un peu trop. Mais ça arrivait à certains compositeurs de s'inspirer grandement de ce que faisaient d'autres compositeurs auparavant. Et même aux plus grands et aux plus connus d'entre eux, comme Jean-Sébastien Bach, qui pour son concerto pour clavecin en fa mineur, a repris un extrait du concerto pour flûte en sol majeur de Georges Philippe Telemann. Bach était fan des œuvres de Telemann et lui rendit hommage de cette façon. Et à cette époque, la pratique de copier quelqu'un était considérée comme un compliment. Et de toute façon, Georges-Philippe Telemann n'aurait pas pu reprocher à Bach d'avoir piqué sa musique, puisque lui-même, pour composer sa propre musique, s'inspirait fortement des œuvres d'autres compositeurs. Mais ce sont loin d'être les seuls à faire ça. Même l'illustre compositeur Mozart, que tout le monde connaît, pompera les œuvres de certains de ses collègues, comme par exemple Haydn. Oui, alors sur ce coup-là, pas Joseph Haydn, mais son frère Michael. Par exemple, ça c'est la symphonie numéro 37 de Mozart. Qui ressemble très étrangement à la symphonie numéro 25 de Michael Haydn. Ah bah oui, là il y a plagiat. Surtout qu'on ne retrouve nulle part sur ses partitions ou sur des notes de service, je ne sais pas, une mention qui indique l'origine de son œuvre. Heureusement pour Wolfgang qu'on n'a pas encore inventé le plagiat. Et Beethoven, alors on en parle, lui aussi il s'est beaucoup inspiré de Haydn. Alors oui, pas Johann Michael pour le coup, c'est son frère Joseph. Et ce n'est pas le seul, Beethoven s'est aussi inspiré de Mozart. Ah les gars, là ça devient une orgie, hein, tout le monde se pompe entre eux. D'ailleurs, le Ludwig, il commence à s'inquiéter, puisqu'on est dans le siècle où on commence à parler de propriété intellectuelle. Alors comme il a un peu peur qu'on l'accuse de voleur, il s'amuse à noter sur les partitions de certaines de ses œuvres, je cite, « Ce passage entier a été volé à Mozart ». Et pour la petite anecdote, ce qui est assez étrange, c'est que sur les partitions sur lesquelles il écrivait ces petites notes, personne n'a retrouvé de similitude avec les œuvres de Mozart. En revanche, on ne retrouve absolument aucune mention qui citerait Mozart sur l'une de ses plus célèbres compositions, l'Aude à la joie. Et oui, car si aujourd'hui encore on considère que Beethoven est le créateur de l'Aude à la joie, il n'empêche qu'on retrouve cette mélodie 50 ans plus tôt dans une œuvre de Mozart, Misericordias Domini. Bref, vous l'aurez compris, c'est face à toutes ces interrogations, ces copiages, ces hommages, qu'au XVIIIe siècle, on voit apparaître les premières lois sur les droits d'auteur. Et ces lois apparaissent en priorité à cause de
L'argent, bien sûr. Voilà, les sous-sous dans la poche. Et oui, nous sommes à la fin du 18e, début du 19e siècle, et les compositeurs travaillent de moins en moins pour des employeurs à qui on demande des œuvres, mais sont de plus en plus indépendants. Et qui dit indépendant dit gagner sa vie grâce à ses compositions. Il faut donc commencer à protéger ses musiques en valorisant l'œuvre unique. Et bien sûr, la défendre contre le vol, l'imitation, le plagiat. En 1851 est donc fondée la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, afin que chacun puisse y déposer ses œuvres pour les protéger et pouvoir prouver la paternité de l'œuvre si celle-ci est reprise par un tiers. Dès lors, la copie d'une œuvre ne peut plus être considérée comme un simple hommage, mais comme une appropriation du travail de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, 2 siècles après la création des droits d'auteur, vous voyez foisonner de nombreuses accusations de plagiat dans la musique. Et c'est le plus souvent pour une histoire de sous-sous dans la popoche. Mais pourquoi encore, dites-moi? Pour les sous-sous, dans la popoche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez copier la musique classique du 17e, 18e, 19e siècle, vous pouvez le faire sans avoir de droits d'auteur à verser, puisque ces musiques sont tombées dans le domaine public. Oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Les droits d'auteur d'une œuvre s'arrêtent 70 ans après la mort de l'auteur. Enfin, les droits d'auteur, je parle des droits patrimoniaux, puisque le droit moral, lui, il est perpétuel, il est à vie. Hein? C'est quoi le droit moral ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires et peut-être ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Je compte sur vos pouces bleus et vos abonnements. Je vous kiffe les amis.